Je sais pas si vous le sentez, mais il y a comme un petit vent de révolution mondiale en ce moment. Au Chili, au Liban, à Hong Kong, à Barcelone, il semble se passer quelque chose et nous en France on a envie de parler d'une gilet jaunisation généralisée. De la même manière que Macron sert de référence à tous les violents au pouvoir dans tous les pays, les gilets jaunes servent de référence dans tous les pays. Bon, nous on pense comme ça parce qu'on est français, on a un peu tendance à croire qu'on est le centre du monde et on aimerait bien être le centre de l'insurrection, mais c'est pas le cas cette fois. Donc pour mieux comprendre tous ces contextes un petit peu différents, on est allé voir des Chiliens, on est allé voir des Libanais. C'est rare qu'on parle d'international dans Ouvrez les guillemets, mais on va tâcher de faire ça bien. Est-ce qu'il y a ou non gilet jaunisation mondiale ? Alors que les polémiques sur le voile ont repris de plus belle dans la patrie des droits de l'homme, figurez-vous qu'il se passe d'autres choses ailleurs. Le Chili s'embrasse par exemple. Dimanche 27 octobre, encore des scènes d'émeutes et de répression nous sont parvenues, alors que le même jour, au Liban, s'est formée une chaîne humaine proprement hallucinante, reliant le nord au sud du pays et impliquant au moins 100 000 protestataires. Difficile face à ces images de s'imaginer que tout est parti d'un projet de taxe sur WhatsApp. Du coup, la révolution, ce n'est pas juste pour les taxes du WhatsApp, c'est pour tout ce qui se passe au Liban, de la corruption, de la pollution, des taxes ajoutées, mais nous voulons un vrai changement au sein du gouvernement. C'est pour cela qu'on se révolte. Les questions internationales, c'est compliqué, donc plutôt que se laisser aller à faire de loin des comparaisons foireuses, nous sommes allés rencontrer la diaspora libanaise rassemblée à Lyon. Nous sommes aussi allés voir les Chiliens et nous avons essayé de comprendre ce qui se jouait là. Parce qu'il y a des points communs entre ces révoltes, même si les deux pays ont des histoires politiques très différentes. Tout d'abord, c'est parti des jeunes. Ça, c'est assez clair. Au Chili, l'augmentation de 30 pesos du prix du ticket de métro a fait bouger les étudiants. Ils ont d'abord appelé à frauder sur les réseaux, puis casser les distributeurs de tickets. Mais quand la répression s'est abattue sur eux, tout le reste de la population a suivi, les a soutenus et leur a emboîté le pas dans la rue. Les images des rues de Santiago, de cette foule compacte, sont spectaculaires et ont fait le tour du monde. On n'avait pas vu ça depuis les années Pinochet. Parce que les vieux étaient surpris un petit peu parce qu'ils ont connu les années où ils ont appris à se taire, mais vous pas du tout, c'est ça ? Oui, en fait, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est pas quelque chose c'est pas les 30 pesos qui ont augmenté, qui ont augmenté le prix du métro, c'était vraiment les 30 ans que le peuple chilien n'en avait plus. Enfin, c'était vraiment quelque chose qu'ils étaient fatigués depuis des années et les jeunes ils comprenaient pas, ils disaient mais pourquoi on se manifeste pas, pourquoi je dois avoir ma mère qui travaille jusqu'à ses 80 ans pour pouvoir payer, parce que le système de retraite il est privé, du coup elle peut pas, elle doit continuer à travailler, des vieux qui continuent à ramasser des ordures dans la rue, du coup c'est bon, les jeunes ils comprenaient plus rien et c'est bon, et ça a tout déclenché en fait. Ça commence avec les métros et maintenant c'est tout le système qui est mis en question en fait. Face aux foules, le président de droite, Piñera, n'a pas hésité à faire appel aux militaires. Ici, on tire à balles réelles. Les chiffres officiels parlent de 20 morts, mais d'autres chiffres circulent. Il se pourrait que plus de 50 manifestants aient déjà été abattus. Le souvenir des années de dictature est dans toutes les têtes. Vivre à nouveau la situation, voir les tirs, voir les militaires, voir les tortures, les disparus, ça fait trop mal, donc c'est impossible de ne pas faire la comparaison. Du côté des Gilets jaunes, il s'est passé quelque chose samedi. Ils ont affiché clairement leur soutien au peuple chilien. Est-ce que c'est la même chose de s'insurger au Chili, au Liban ou en Europe ? Le Chili et la France sont deux mondes totalement différents. Ici en France, l'Europe, c'est un pays à la base impérialiste, non ? Et au Chili, nous sommes les victimes de son impérialisme. Donc il y a aussi des différences à faire et de voir le mouvement Chili avec d'autres yeux, avec les yeux des Chiliens. Des Chiliens qui ont vu s'abattre sur eux dans les années 70 l'Empire américain, le plan Condor qui consistait à appuyer à coups de millions de dollars toutes les forces qui pouvaient faire obstacle au socialisme en Amérique latine. La CIA a financé les forces patronales, les partis de droite, elle a envoyé ses instructeurs pour former les groupes d'assaut des milices fascistes et quand le général Pinochet a pris le pouvoir, les Chicago Boys, ces économistes hyper libéraux formés à l'école de Milton Friedman, ont finalement débarqué pour moderniser l'économie. Le pays a été vendu, dépecé, les capitalistes chiliens et étrangers ont pu faire main basse sur toutes les ressources, ils ont développé le secteur bancaire et Friedman parla à ce moment-là d'un miracle chilien. Aujourd'hui, Chili, c'est un des pays sud-américains les plus riches. Avec le meilleur PIB, on devrait dire qu'on est tous bien. Mais le problème, c'est que le 3% de la population, il a tout l'argent. Il faut que vous sachiez qu'au Chili, les gens, ils s'achètent la nourriture à crédit. Ils s'endettent. Et vous savez qu'est-ce que c'est la dette la plus grande qui sont les Chiliens à crédit? Qu'est-ce qu'ils payent le plus avec la carte? Viande d'achat. Si Pinochet n'est plus là, les recettes économiques néolibérales sont toujours en vigueur, elles sont même inscrites dans la Constitution rédigée sous la dictature en 1980.
Ils ont vendu les fleuves, ils ont vendu le lithium, l'or, les forêts, les terres. C'est ça le problème de Chili. Donc s'ils changent la constitution, à changer le cadre, ils peuvent mettre en place toutes les choses qu'on n'a pas. Vous savez, votre enfant il est malade, il a la fièvre, il a besoin d'un appendicite, il faut l'opérer, il se fait opérer. Chez nous, l'enfant, il peut mourir en attente parce qu'il y a un médecin qui opère à tout le monde et s'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. On voit que la violence des politiques économiques et de la répression au Chili limite les comparaisons qu'on pourrait faire avec la France et avec le mouvement des Gilets jaunes. Si les mots d'ordre des manifestants se ressemblent, il est évident que le contexte libanais n'a rien à voir. Par exemple, ce pays est sorti de la guerre il y a 30 ans et s'est reconstruit autour de ses chefs de guerre et de ses communautés religieuses. Donc chaque religion a ses propres responsables, qui étaient toujours les responsables de guerre. Et ça crée des dynasties aussi, des pouvoirs familiaux ? Exactement. Si on creuse un petit peu, on voit que le responsable, sa femme, ses filles, toute sa famille, elle est partout dans l'État. Et voilà, à un moment donné, on est arrivé en 2019, on n'est pas des idiots, quoi. Chacun d'entre nous, il est bien cultivé, il est bien éduqué, il faut dire non, c'est bon. À cause de 128 députés au Liban, on est devenu 14 millions d'expatriés en dehors du Liban. Donc on se dit que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, il n'y aura plus de jeunes au Liban. Et c'est ça, c'est qu'on a le potentiel, on a des jeunes motivés qui veulent travailler, mais qui finissent leur diplôme, qui ne trouvent pas de travail au Liban. L'État n'offre rien aux jeunes et c'est triste qu'on est là à donner dans des autres pays alors qu'on peut donner dans notre pays. C'est le temps des jeunes de se révolter et de prendre le pouvoir, car le pouvoir provient du peuple. C'est pour le peuple. Alors nous, on veut changer pas seulement les politiciens, mais on veut changer aussi le système entier, parce qu'un système qui est basé sur la religion n'aboutit à rien. On va rester dans le même cercle, qui est un cercle vicieux. Ça va être fermé pour toujours. Et puis au-delà des questions communautaires, une problématique revient et fait écho aux protestations chiliennes, celle des services publics. On paye des taxes partout, mais par contre on n'a rien comme service. On n'a rien comme service, il faut dire ça. C'est bon, à un moment donné... Donc il n'y a pas de service public ? Il n'y a rien, il n'y a pas de retraite, Si tu veux aller à l'hôpital, il faut payer toutes les opérations, il faut payer tout. À un moment donné, c'est bon. C'est bon, hein, surtout quand arrive la taxe de trop, ça nous est familier. La taxe, l'augmentation du prix des transports, du carburant, les déclencheurs de toutes ces révoltes se ressemblent comme autant de gouttes d'eau qui ont fait déborder les vases un peu partout, comme en Équateur par exemple. Il y a 10 jours, le peuple se soulève contre la hausse des prix du carburant. Une augmentation causée par la fin des subventions de l'État. Le gouvernement suit une recommandation du Fonds monétaire international, le FMI. La situation est hors de contrôle. Le Parlement envahit. Nous sommes venus parce qu'ils ont pris notre essence. Ce n'est pas bon pour nous. Les banquiers, les riches, les millionnaires. Mais pour nous, rien. L'état d'urgence est décrété. Dans les rues, la police tire à balles réelles. En Équateur, c'est donc le FMI, une institution supranationale qui a fait pression pour une moindre intervention de l'État dans l'économie. Au Chili, pour obtenir le même résultat, on a mis en place une dictature militaire. Au Liban, on pointe du doigt la corruption. Des forces étrangères qui essayent de manipuler la situation à l'intérieur du Liban et le peuple n'en peut plus. Et les politiciens, malheureusement, ils sont d'accord de vendre notre pays, si on peut le dire, à ces grandes forces pour un peu de sous. On voit ici que toutes ces situations sont très différentes. Ceci dit, tous ces pays ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils sont exploités par le capitalisme international, et ceci grâce à la mondialisation néolibérale. C'est en tout cas la thèse de Romaric Godin dans son article pour Mediapart. Selon lui, ces crises sociales, peu importe les contextes, s'expliquent en partie par le ralentissement de la croissance mondiale. Pour continuer à créer de la croissance et à soutenir les profits des grands capitalistes, les pays sont pressurés. De nouvelles taxes sont créées, elles financent des allègements d'impôts, de nouveaux secteurs économiques sont privatisés, et c'est à cette condition que les riches peuvent continuer d'être chaque année plus riches et plus puissants. Le néolibéralisme fonctionne bien pour développer l'appareil productif, mais il crée une classe en haut de dominants qui concentre les richesses. Le problème, c'est qu'ils vont aussi concentrer le pouvoir politique. Et c'est peut-être pour ça que ces révoltes sont à la fois sociales et démocratiques. Les peuples ne se sentent pas écoutés, pas représentés, aucune de leurs demandes sociales n'a trouvé grâce aux yeux des dirigeants. C'est donc qu'il faut tout mettre par terre. Les vieilles familles, les vieux partis. On veut un parti du peuple. C'est le peuple, c'est nous les jeunes. En fait, c'est notre temps. On a le droit à réformer notre pays. Ça fait 30 ans qu'ils ont
qu'ils ont cette chance, ils n'ont rien fait. Ils ont tous déjà 80 ou 90 ans. Il y a quelque chose de profond, c'est qu'il y a une inégalité sociale profonde par laquelle on essaye il y a des années de faire des protestes pacifistes aussi. Qui n'ont pas été retenus, n'ont pas été écoutés. Les partis sont tous pourris, tous corrompus ou coupés des réalités populaires, même les partis de gauche. Les partis de gauche, c'est pas la gauche. La gauche, il a beaucoup changé. C'est pas la gauche d'Allende, c'est pas la gauche qu'on avait il y a très longtemps. Aujourd'hui, la gauche, c'est plutôt droite. Un député en France gagne de 4 à 5 SMIC. Au Chili, c'est 33. 33, voilà. Il est gauche comme les droits. Et quand le peuple a demandé baisser ça, les diètes parlementaires, ils ont dit non. Les partis communistes ont dit non. Les socialistes ont dit non. Mais avant, je pense que la gauche n'aurait pas dit ça. Pour mater les classes populaires, la bourgeoisie s'est employée à détruire et corrompre les institutions qui représentaient jusque-là ces classes populaires. Mais ça n'a pas détruit les classes populaires, évidemment. Par contre, il ne serait pas absurde que ce soit ça qui les ait poussées à l'émeute. Bon là, plus on avance, plus on se dit que quand même, même avec la France, il y a quelques points communs. Les mêmes causes, les mêmes orientations économiques semblent produire les mêmes effets. Piñera, c'est le président. Chadwick, le premier ministre, c'est son cousin. Mais c'est la caste politique, ils sont tous familles. Parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont à l'État. Si ce n'est pas eux, c'est leur fils. Vous pensez qu'il va faire la politique, votre fils? Je le sens. Si on prend tous les ingrédients pour faire un bon... Mais je pense que la politique se fera différemment. Je pense qu'il est tout à fait l'homme politique de demain. Eh ben merde, on n'est pas rendu. Mais que faire si même les partis de gauche ne changent rien à l'ordre économique et social? Eh ben déjà, il faut commencer par se retrouver, par faire peuple. Il faut dire, c'est la première fois que le peuple libanais, tous ensemble, il est réuni, tous ensemble, dans toutes les régions libanaises. Il est partout dans les rues pour dire non à la corruption. C'est fini la corruption. Il y a un appel aussi à faire des organisations en termes de communauté, même, je ne sais pas, arrondissements. On les appelle les cabildos. Moi, j'ai eu déjà 2 ou 3 amis qui ont participé de ça. Il y a vraiment une sensation de « ok, on peut aller vers la rue ». On peut effectivement nous donner l'énergie et nous convaincre les uns les autres que c'est possible. Mais maintenant, effectivement, il faut y réfléchir, il faut étudier la Constitution, il faut étudier les solutions. Ça rappelle vachement ce qu'on a vu sur les ronds-points. À Nuit debout, les gens se rassemblent, réfléchissent, proposent, se retrouvent enfin. On a perdu du temps à se rencontrer, on a vraiment eu du mal à se raccrocher les uns les autres. Maintenant, on ne va plus se lâcher. Ailleurs comme ici, tout reste à réinventer. Les demandes sont les mêmes, celles d'un État qui protège, qui offre une place et un rôle politique aux classes populaires. Un État qui ne soit pas inféodé au marché. On arrive à un capitalisme qui est un capitalisme beaucoup plus dérégulé qu'il ne l'a été dans la période de l'immédiate après-guerre. Et en fait, du point de vue, alors cette fois-ci, la plus grande masse des électeurs, les marges de manœuvre de la politique démocratique sont devenues quasi inexistantes. Et oui, maintenant je pense que faire État, c'est effectivement un État social. Je pense qu'il y a une destruction du contrat social. C'est plus d'État avec moins d'armée, plus d'État pour le social, pour garantir et aux gens les plus basiques, les droits les plus basiques, l'éducation, la santé et l'hébergement. Pour quelqu'un de ma génération qui a commencé à militer à la grande époque de l'altermondialisme, l'époque des grands contre-sommets, de la naissance des Black Blocs, tout ceci est familier. Les émeutes, les demandes, les adversaires, rien n'a changé, mais Internet semble avoir rendu visibles les injustices. Internet semble avoir rendu possibles les mobilisations. Une nouvelle génération, moins résignée que la précédente, a les moyens de s'organiser, de partager ses indignations, d'ébranler enfin l'ordre économique et politique. Et ça peut tout changer. À lundi prochain.